sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui fait que nous existons? Quelle est notre relation à la réalité dans son ensemble? Vous contemplez l'incroyable diversité et complexité de la vie et la question inévitable surgit. D'où vient tout cela? Est-ce le simple fait du hasard? De la nécessité? De forces naturelles non dirigées? Ou est-ce autre chose? Peut-on y voir une intention? Un plan? Une conception attribuable à de l'intelligence? Je pense que ces questions sont fondamentales. Quand j'observe les machines moléculaires ou le processus incroyablement complexe de la division cellulaire, j'ai envie de poser la question. Est-il possible que cela provienne d'une intelligence? Ces structures ont-elles été planifiées dans un but précis? Depuis les airs jusqu'au fond des océans, notre Terre fourmille d'êtres vivants. Là où certains croient au miracle, la science peut-elle expliquer la genèse de ce foisonnement de vie? Depuis 150 ans, la théorie de l'évolution prête le flanc à la critique. On lui reproche d'être pleine de lacunes, de zones d'ombre, qui attesteraient de l'intervention d'un créateur. De quel côté se situe la vérité? C'est l'une des questions scientifiques parmi les plus explosives qui soient. Darwin avait-il raison ou s'est-il trompé? L'évolution. Un seul mot, une seule idée incroyable, née pratiquement tout entière dans le cerveau d'un seul homme, Charles Darwin. La théorie de l'évolution a surgi d'un voyage étonnant. En 1831, le naturaliste et explorateur Charles Darwin s'embarquait pour un voyage de 5 ans autour du monde. Quittant l'Angleterre, à bord de l'HMS Beagle, il fit le tour de l'Amérique du Sud, puis remonta au nord dans l'océan Pacifique, vers les îles volcaniques des Galapagos. Sur cet archipel désert, à 965 km des côtes équatoriennes, Charles Darwin rencontra une grande variété d'oiseaux, de reptiles et de mammifères, tels qu'il n'en avait jamais vus auparavant. Pendant plus d'un mois, il étudia les plantes et les animaux, prit des notes détaillées et récolta des spécimens. Puis, il plia bagages pour ne jamais revenir. Rentré chez lui, à Londres, en Angleterre, il passa les 22 années qui suivirent à élaborer une théorie visant à expliquer l'apparition du vivant sous une telle diversité de formes. À l'époque de Darwin déjà, les scientifiques savaient qu'en des temps lointains, des espèces aujourd'hui éteintes avaient foulé notre planète. Certaines étaient des bêtes étranges, terrifiantes, auxquelles aucune de celles qui vivent aujourd'hui sur la Terre ne peut se comparer. D'autres nous étaient plus familières, des animaux tellement semblables à ceux que nous connaissons qu'entre les uns et les autres, une filiation devait forcément exister. Était-il possible que les plantes et les animaux de notre temps en soient les descendants? Une espèce pouvait-elle se métamorphoser au fil du temps? Telle était du moins l'hypothèse de Darwin. En 1859, il publia ses idées dans un ouvrage intitulé « L'origine des espèces ». Ce livre ébranlera la planète. Darwin y posait 3 affirmations hardies. La première, que la vie était apparue il y a plusieurs centaines de millions d'années. La deuxième, qu'elle s'était formée à partir d'un ou de quelques organismes simples, qui avaient par la suite donné naissance aux millions d'espèces qui existent aujourd'hui. La troisième, que tout ce processus de création de nouvelles espèces résultait d'une force de la nature qu'il appela sélection naturelle. Pendant 2500 ans avant Darwin, les scientifiques et les philosophes les plus éminents, comme Platon, Newton ou Kepler, considéraient le monde comme le produit d'une certaine conception, d'un certain plan. Mais à la suite de l'idée de Darwin concernant la sélection naturelle, une véritable transformation s'est opérée dans la philosophie scientifique. Darwin ne fut pas le premier savant à proposer une théorie de l'évolution. Mais il fut le premier à présenter un mécanisme naturaliste plausible capable d'entraîner des changements biologiques sur de longues périodes.
Darwin voulait tout expliquer dans l'histoire du vivant par des processus naturels non intelligents et non conçus. Et quand il chercha une explication, il découvrit que ces processus observés chez des populations apprivoisées fonctionnent aussi dans la nature sauvage. Darwin connaissait bien les élevages domestiques. Il étudiait lui-même les pigeons d'élevage et savait que depuis des siècles, des éleveurs produisaient des changements importants chez les populations animales en sélectionnant certains individus pour la reproduction. Darwin suggéra en fait que le même processus existait à l'état naturel. Pour Charles Darwin, la sélection naturelle expliquait l'apparence d'une conception sans la présence d'un concepteur. Il n'était plus nécessaire d'évoquer une cause intelligente face à la complexité de la vie. Résultat, la sélection naturelle venait se substituer au concepteur. Anytime anyone criticizes Darwin's theory of evolution, evolutionists immediately cry, it's about religion. Well, the claim that all skeptics about Darwinian orthodoxy or Christian fundamentalists stands refuted by me. It's obviously not true. I'm neither Christian nor a fundamentalist. But lots and lots of people are skeptical in the scientific community. I became skeptical of Darwinian evolution early on, outside of any religious influence, just because of the complexity that I was learning about in the cell, and we use the word elegant in genetics. Le professeur Philip Johnson de l'université de Berkeley en Californie invita des scientifiques et des philosophes à se réunir dans une petite ville balnéaire sur la côte centrale californienne. Des intervenants de Cambridge, Munich, Chicago et d'autres pôles universitaires participèrent à cette table ronde dans le but de réexaminer un sujet qui domine la science depuis 150 ans. Aujourd'hui, la science et le monde universitaire en général ont adopté les théories de Darwin. Pourtant, malgré cette large acceptation, un nombre croissant de scientifiques et de savants, y compris ceux de Pajarot-Dune, remettent en question des aspects importants du darwinisme. Quand nous nous sommes retrouvés à Pajarot-Dune, nous n'étions certainement pas d'accord sur tout. Mais nous partagions une réelle insatisfaction devant le mécanisme de la sélection naturelle et le rôle qu'il exerçait dans les explications d'ordre biologique. La sélection naturelle est un processus bien réel qui permet d'expliquer certaines variations limitées à petite échelle. Et nous en avons beaucoup d'exemples. Mais contrairement aux espérances de Darwin, elle ne suffit pas à expliquer la profonde complexité de la vie. La sélection naturelle n'agit que par l'accumulation de petites variations successives. Elle n'avance jamais par de grands sauts rapides, mais lentement et sûrement, par petits pas. Il est vraiment intéressant de noter que plus nous en savons sur la vie et plus nous avons de connaissances en biologie, plus le darwinisme pose problème et plus la conception intelligente apparaît. Depuis 1988, le Dr Michael B.E. étudie des systèmes biologiques complexes qui semblent défier les explications basées sur la sélection naturelle. Pendant longtemps, j'ai cru que l'évolution darwinienne expliquait tout ce que nous observons en biologie. Ce n'est pas parce que j'y voyais une explication, mais plutôt parce qu'on me l'avait dit. On m'a appris la biologie darwinienne à l'école. Et à l'université, je baignais dans une atmosphère où l'on supposait que cette théorie fournissait des explications à la biologie. Et là encore, je n'avais aucune raison d'en douter. Il y a 10 ans environ, j'ai lu un ouvrage intitulé « Évolution, une théorie en crise », écrit par un généticien australien, Michael Denton. Il avançait, contre la théorie de Darwin, de nombreux arguments scientifiques que je n'avais jamais entendus jusque-là. Et ces arguments semblaient plutôt convaincants. À ce moment-là, j'ai senti monter en moi une frustration, parce que j'avais l'impression d'avoir été conduit sur une fausse piste. Depuis la découverte du flagelle bactérien, les scientifiques ont essayé de comprendre comment un moteur rotatif a pu résulter de la sélection naturelle. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été en mesure de fournir une explication darwinienne détaillée.
Le problème réside dans une caractéristique des machines moléculaires appelée complexité irréductible. La complexité irréductible est un terme inventé par Michael Behe pour décrire ces machines moléculaires. En résumé, tout organelle ou système dans une cellule est fait de plusieurs composants, tous essentiels pour son fonctionnement. Si on enlève un de ces éléments, le système ne fonctionne plus. Ce principe de complexité irréductible peut être illustré par un système non biologique familier, le piège à souris. Le piège est composé de 5 pièces. Le déclencheur, où on pose l'appât, un ressort puissant, un fil recourbé appelé arceau, un support pour tenir l'arceau et une base sur laquelle repose tout le système. Si l'une de ces pièces est absente ou défectueuse, le mécanisme ne fonctionnera pas. Tous les éléments de cet ensemble d'une complexité irréductible sont simultanément nécessaires pour assurer la fonctionnalité du système. Piéger une souris. La complexité irréductible s'applique aussi aux machines biologiques comme le flagelle bactérien. On compte en tout environ 40 composantes protéiniques qui font tourner cette machine. Si le crochet ou l'arbre de transmission est absent, par exemple, le flagelle ne fonctionnera pas ou ne sera même pas assemblé dans la cellule. En langage évolutionniste, il s'agit de pouvoir expliquer comment bâtir graduellement ce système où aucune fonction n'est opérationnelle, tant que tous les éléments ne sont pas en place. Comme j'ai essayé de le montrer, il n'est pas indispensable que les modifications soient simultanées si elles sont infimes et graduelles. La sélection naturelle scrute les plus minutieuses variations, rejetant les mauvaises, mais préservant et cumulant les bonnes. Mais les infimes variations favorables de Darwin auraient-elles pu donner naissance au flagelle bactérien ? Certains scientifiques en doutent. Comment une chose nouvelle comme ce moteur flagellaire bactérien et tous ses composants aurait-il pu découler d'une population de bactéries qui ne possèdent pas ce système? D'autant plus que chaque changement selon la théorie de Darwin doit entraîner des avantages. Imaginez un tel scénario au début de l'histoire terrestre. Une bactérie en évolution arrive à développer une queue et peut-être même les pièces nécessaires pour l'accrocher à la membrane cellulaire. Mais sans l'assemblage complet du moteur, cette innovation n'apporterait aucun avantage à la cellule. La queue resterait immobile et inutile, invisible à la sélection naturelle qui, par définition, ne favorise que les changements propices à la survie. La logique de la sélection naturelle est très exigeante. À moins que le mécanisme du flagelle soit complètement assemblé et fonctionnel, la sélection naturelle ne peut tout simplement pas le préserver. Il ne peut être transmis à la génération suivante. Il faut bien comprendre que la sélection naturelle ne s'opère que pour un avantage fonctionnel. Dans la plupart des cas, elle élimine des éléments qui n'ont aucune fonction ou qui sont un danger pour l'organisme. Aussi, dans l'exemple d'une bactérie munie d'une queue qui ne sert pas de flagelle, il est probable que celle-ci soit éliminée. La seule raison de sélectionner un flagelle, c'est parce qu'il fonctionne et cela signifie, pour commencer, que tous les éléments du moteur flagellaire soient en place. Donc, la sélection naturelle ne peut donner lieu à un flagelle bactérien. Le dispositif qui permet de construire le moteur flagellaire est donc, lui aussi, irréductiblement complexe. En fait, on rencontre ici une complexité irréductible tout au long de la chaîne. Nous connaissons bien le flagelle bactérien. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, mais on l'a beaucoup étudié et il n'y a pas d'explication permettant d'associer cette machine moléculaire à un mécanisme darwinien. Il y a 150 ans, les scientifiques ignoraient les mécanismes irréductiblement complexes. Pourtant, Darwin avait anticipé les difficultés que ces systèmes pourraient poser à sa théorie.
Si l'on pouvait démontrer qu'un organisme complexe existe, sans être l'aboutissement d'une succession de nombreuses et infimes modifications, ma théorie s'effondrerait totalement. Il y a deux grandes questions en biologie. Comment apparaissent les nouvelles formes de vie, avec de nouveaux organes comme les ailes ou les yeux, à partir d'organismes qui existent déjà? Et deuxièmement, comment la vie elle-même est apparue sur Terre? On sait que Darwin a voué la majeure partie de sa vie à la première question. Charles Darwin a comparé l'histoire de la vie sur Terre à une grande arborescence. À la base, on retrouve la toute première cellule vivante, et les branches représentent de nouvelles formes de vie plus élaborées qui ont évolué avec le temps à partir de cet organisme primitif. Darwin voulait expliquer l'origine des branches de cet arbre de vie. Il essaya de montrer comment la sélection naturelle aurait pu modifier des espèces, produisant ainsi la grande diversité de vie végétale et animale que l'on observe aujourd'hui sur Terre. Mais pour ce qui est de la base de l'arborescence, la première cellule vivante, Darwin n'a pas dit grand-chose. En fait, dans l'origine des espèces, il n'a même pas abordé la question de l'origine de la vie à partir d'une matière non vivante. Les seuls aperçus de ses opinions à ce sujet nous viennent d'une lettre qu'il a écrite à son collègue Joseph Hooker. Concernant la première production d'un organisme vivant, si, et oh, quel grand si, nous pouvions concevoir dans quelques petites mares chaudes, en présence de toutes sortes de sels, d'ammoniac et d'acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité, qu'un composé de protéines fût chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes. Aujourd'hui, une telle matière serait instantanément dévorée, mais peut-être qu'avant l'apparition des créatures vivantes, cela n'aurait pas été le cas. Au cours des dernières années de sa vie, Darwin développa peu l'idée selon laquelle une cellule aurait émergé de simples composés chimiques dans les eaux primitives de la Terre. Mais dans les années 20 et 30, un savant russe du nom d'Alexandre Oparin formula une théorie détaillée sur la possibilité de ce phénomène. Il l'appela l'évolution chimique. Oparin a essayé d'expliquer l'origine de la vie à partir des principes darwiniens. Il a imaginé de simples composés chimiques se combinant plusieurs fois pour former des molécules plus grandes. Puis ces molécules se seraient organisées à l'aide de variations aléatoires et de la sélection naturelle pour donner lieu à la première cellule vivante primitive. Evolutionists that followed Oparin conducted experiments to find an evolutionist explanation. The most famous of these experiments was conducted by the American chemist Stanley Miller in 1953. Miller obtained a few simple organic molecules by triggering a reaction among gases that he claimed would have been present in the primitive Earth atmosphere. At the time, this experiment was regarded as a scientific proof for evolution. It turned out to be no such thing at all. A few years ago, Stanley Miller did a famous experiment. He took some simple materials, some methane, some ammonia, some water vapor, zotzed them with an electric spark to simulate lightning flashing back and forth in the atmosphere of the ancient Earth, and in just a week, he got amino acids, the building blocks of protein. And that was hailed as almost making life in a test tube. And that was one I used when I used to teach evolution. But I took a look at the rest of the evidence. And there are three problems with that brilliant experiment. One, he had the wrong starting materials. Two, he used the wrong conditions. And three, he got the wrong results. Other than that, it was a brilliant experiment. The Miller experiment assumed an atmosphere of methane and ammonia, gases that could not have been present in large amounts because the ammonia would be decomposed by ultraviolet light, and methane should be found stuck to ancient sedimentary clays, but is not. Miller also left out oxygen,
because he knew that oxygen would destroy the very molecules he was trying to produce. But as deep as we dig, we find rocks, suggesting an oxygen-rich atmosphere. The Earth did not have a reducing atmosphere, say an atmosphere of methane, ammonia, and hydrogen that was suggested in the Stanley Miller experiment. There's never had such an atmosphere. The geology is now clear. There is good evidence that the Earth has always had oxygen in its atmosphere. Now that would absolutely preclude any evolutionary origin of life. Miller also used the wrong conditions. He used an electric spark to combine the gas molecules. The problem is that the same spark that puts amino acids together also tears them apart, and it's much better at destroying them than making them. The problem was the chemicals put together, the amino acids in the flask, would also be torn apart by the very spark that put them together. Miller knew that as a biochemist, and so he circulated the gases, trapped out the molecules he wanted, using a well-known biochemist trick, but that would be cheating, because you were supposed to say this is how life arose before there was any intelligent design to preserve these molecules from that destructive force. Wrong conditions. Then he got the wrong results. The main product of the Miller experiment was tar, a nuisance in organic reactions. Trace amounts of several amino acids that make up the proteins in living things were also produced. The problem is that Miller's experiment produced both left-handed and right-handed amino acids. Only left-handed amino acids make up the proteins of life, and just one right-handed molecule prevents their production. What Miller actually produced was a poisonous brew that would destroy any hope for the chemical evolution of life. You might say, well, if what I've just said is true, what about all the evolutionists that believe in this? Well, interestingly enough, the evolutionists would agree with me. There was a time I was at a debate at San Diego State University. I was just in the audience, but two friends of mine, Dr. Henry Morris and Dr. Duane Gish, were doing the debate for the creation. At the end, someone in the audience noted, "Ladies and gentlemen, we're privileged this evening. We have in our audience Dr. Stanley Miller." And Gish had explained why Miller's experiment would not produce life from non-life. And so the person asked Dr. Miller, "Would you like to respond to what Dr. Gish said about your experiments for chemical evolution?" And Dr. Miller said, "No." He hasn't believed in that for decades. Pendant les 30 ans qui suivirent, de nombreux scientifiques cherchèrent à développer et affiner ces idées en se penchant sur les questions soulevées par Oparin et Darwin. Comment la vie avait-elle pu émerger de simples produits chimiques? Un homme pensait avoir trouvé la solution. Le problème des origines biologiques m'a très longtemps passionné par son envergure et son importance. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Des questions qui m'interpellaient du point de vue scientifique. De la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, Dean Kenyon était l'un des théoriciens les plus avancés au monde dans le domaine de l'évolution chimique. Comme d'autres savants, il essayait d'expliquer comment la vie sur Terre était apparue à partir d'un processus purement naturel. En 1969, Kenyon coécrivit un ouvrage important sur l'origine de la vie. Gary Steinman et moi-même pensions qu'en réunissant toutes les preuves empiriques accumulées du milieu à la fin des années 60, nous aurions de fortes chances d'expliquer l'origine des principaux éléments ayant abouti à la vie. Malgré son optimisme, Kenyon rencontra un problème majeur. Pour expliquer l'émergence de la vie, il devait commencer par expliquer l'origine des briques essentielles de chaque cellule présente sur Terre, des macromolécules appelées protéines. Les protéines ont de multiples fonctions dans la cellule, de l'agencement structurel, avec le cytosquelette aux enzymes qui catalysent les molécules pour obtenir de l'énergie ou pour bâtir des composantes cellulaires.
Les protéines exécutent à peu près toutes les tâches dans la cellule, sauf le stockage d'informations génétiques, effectué par l'ADN et l'ARN. Toutes les fonctions quotidiennes, telles que le nettoyage de la cellule et la production d'énergie, sont accomplies par les protéines. Kenyon savait que les protéines auraient été aussi indispensables au premier organisme vivant qu'elles le sont dans les cellules aujourd'hui. Il reconnaissait aussi la complexité de leur construction. Dès 1960, les scientifiques avaient établi que même des cellules élémentaires sont composées de milliers de protéines différentes et que la fonction de ces molécules est due à leur structure tridimensionnelle très complexe. La forme irrégulière de certaines protéines leur permet de catalyser ou de déclencher des réactions chimiques grâce à leur parfaite adaptation aux autres molécules de la cellule. D'autres protéines s'emboîtent pour former des composants structurels. Les parties du moteur bactérien, comme cet anneau, sont composées chacune d'une seule protéine ou d'un assemblage de protéines qui lui donne une forme spécifique. Les protéines sont à leur tour composées d'unités chimiques plus petites, appelées acides aminés, reliés les unes aux autres pour former de longues chaînes. On observe un très grand degré de complexité dans l'architecture des acides aminés qui forment les protéines. Dans la nature, 20 types d'acides aminés servent à la construction de ces chaînes de protéines. Les biologistes les ont comparés aux 26 lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet peuvent faire l'objet d'un nombre énorme de combinaisons. C'est l'arrangement séquentiel des lettres qui détermine le sens des mots et des phrases. Si les lettres sont disposées correctement, on obtient un texte compréhensible. Sinon, on crée du charabia. Le même principe s'applique aux acides aminés et aux protéines. Il existe plus de 30 000 protéines distinctes et chacune d'elles repose sur une combinaison différente des 20 acides aminés évoqués précédemment. Ces acides sont disposés comme des lettres pour former des chaînes qui comptent parfois des centaines d'unités. Si les acides aminés sont bien séquencés, la chaîne sera alors pliée pour devenir une protéine fonctionnelle. Les acides aminés s'emboîtent les uns dans les autres pour former une architecture préprogrammée par l'ordre de ces acides. Une structure est ainsi élaborée en vue d'une fonction particulière. Toutes les protéines de la cellule ont donc une forme tridimensionnelle, basée sur la disposition des acides aminés dans la chaîne. Cette disposition est cruciale. Si des acides aminés sont mal séquencés, une chaîne inutile se forme et au lieu de devenir une protéine opérationnelle, elle est détruite dans la cellule. À l'instar des langues écrites ou des programmes informatiques, les protéines ont une spécificité très élevée. Le fonctionnement de l'ensemble dépend d'un arrangement précis des éléments individuels. Mais qu'est-ce qui produit les séquences précises de ces acides aminés, donnant ainsi des formes et fonctions spécifiques aux protéines? Au cours des années 50 et 60, des découvertes sur la structure des protéines ont poussé les biologistes à sonder ce mystère. Dean Kenyon pensait pouvoir le résoudre. Dans leur livre « La prédestination biochimique », Kenyon et Steinman proposèrent une théorie intrigante. Kenyon écrivit « La vie aurait pu être biochimiquement prédestinée par les propriétés d'attraction des parties chimiques, notamment entre les acides aminés dans les protéines. » Au moment de la parution de mon livre, mon collaborateur et moi étions entièrement convaincus que nous disposions d'une explication scientifique des origines. Kenyon suggéra que les propriétés chimiques des acides aminés les avaient attirés mutuellement pour former de longues chaînes qui sont devenues les premières protéines, les constituants les plus importants de la cellule vivante. Et cela signifiait que la vie était en fait inévitable, prédestinée tout simplement par la chimie. Beaucoup de scientifiques adoptèrent les idées de Kenyon, et pendant les 20 années qui suivirent, la prédestination biochimique fut un best-seller sur la théorie de l'évolution chimique. Mais 5 ans après la publication de son livre, Kenyon se mit à douter de la vraisemblance de sa propre théorie.
C'est au cours de cette période que mes doutes sur certains aspects de la pensée évolutionniste se sont manifestés. J'ai été confronté à un contre-argument solide de la part d'un de mes étudiants. Un argument que je ne pouvais pas réfuter. Kenyon était tenu d'expliquer comment les premières protéines avaient pu être assemblées sans l'aide d'instructions génétiques. Aujourd'hui, dans les cellules vivantes, les chaînes d'acides aminés ne se font pas directement par des forces d'attraction entre leurs éléments, scénario des origines envisagé par Kenyon. C'est une grosse molécule à l'intérieur de la cellule qui contient les instructions d'assemblage d'acides aminés en protéines. Il s'agit de l'ADN. Au départ, Kenyon croyait que les protéines auraient pu se former directement sans les instructions de l'ADN. Et c'est ce qui créa l'enthousiasme scientifique autour de sa théorie. Mais plus il étudia les propriétés des acides aminés et des protéines, plus il douta que les protéines aient pu s'assembler sans ADN. Avec l'ADN, Kenyon fut confronté à une molécule possédant des propriétés qu'il ne pouvait pas expliquer par le biais des processus naturels. En effet, une mine d'informations se trouve fermement verrouillée dans sa structure en double hélice, sous la forme de composés chimiques spécifiquement séquencés que les scientifiques représentent par les lettres A, C, T et G. Dans une langue écrite, l'information est transmise au moyen d'un arrangement spécifique de lettres. De la même manière, les instructions nécessaires à l'assemblage des acides aminés en protéines sont transmises par des séquences d'éléments chimiques disposés le long de l'axe de l'ADN. Ce code chimique a été surnommé le langage de la vie. Il s'agit de l'assemblage d'informations le plus dense et le plus élaboré que l'on connaisse dans l'univers. À l'instar des scientifiques qui étudiaient l'origine de la vie, Kenyon a compris qu'il avait le choix entre arriver à expliquer la provenance de ces instructions génétiques d'assemblage ou démontrer que les protéines avaient été directement fabriquées par les acides aminés et sans ADN dans les océans primitifs. Finalement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait faire ni l'un ni l'autre. Réunir dans un petit volume submicroscopique d'océans primitifs toutes les centaines de composés moléculaires nécessaires à l'émergence d'un cycle autorépliquant est un problème énorme. Et c'est ainsi que mes doutes sur la capacité des acides aminés à s'organiser en séquences biologiques indépendantes et fonctionnelles, sans la présence préalable d'informations génétiques, m'ont conduit à un point de rupture intellectuelle vers la fin des années 70. Pendant que Kenyon réévaluait sa théorie, de nouvelles découvertes biochimiques affaiblirent davantage sa conviction que les acides aminés auraient pu se regrouper en protéines. Plus j'approfondissais mes recherches, qui se déroulèrent quelque temps au centre de recherche Ames de la NASA, plus mon hypothèse de l'évolution chimique faisait question. Par la suite, les études expérimentales ont montré que les acides aminés n'ont pas la capacité de s'organiser en séquences biologiques fonctionnelles. Face à l'accumulation des problèmes au sein de sa théorie et à l'augmentation des données scientifiques sur l'importance de l'ADN, Kenyon fut obligé de prendre en compte le rôle incontournable de l'information génétique. À force d'examiner l'alternative présentée dans les critiques et le problème énorme que nous tous qui travaillons dans le domaine avions négligé, à savoir l'origine de l'information génétique elle-même, j'ai été amené à reconsidérer ma position sur les origines. Pour Dean Kenyon, une nouvelle question occupa le centre de ses recherches sur l'origine de la vie. Quelle est la source des informations biologiques contenues dans l'ADN? Si quelqu'un pouvait déceler l'origine de ces messages encodés dans l'être vivant, on aboutirait à une satisfaction intellectuelle bien plus grande que celle offerte par la théorie de l'évolution chimique. Mais Kenyon se rendit compte qu'il faisait face à des alternatives limitées.
Dans les années 70, la plupart des chercheurs avaient rejeté l'idée que l'information nécessaire à l'émergence de la première cellule était le simple fait du hasard. Pour comprendre cela, imaginez la difficulté d'obtenir seulement 2 lignes d'une pièce de Shakespeare comme Hamlet en laissant tomber des lettres de Scrabble sur une table. Puis, considérez que les instructions génétiques nécessaires à la composition des protéines dans l'organisme unicellulaire le plus simple rempliraient des centaines de pages de texte imprimé. Bien sûr, les biologistes sérieux ne croyaient pas que la vie était apparue par pur hasard. Ils envisageaient plutôt que la sélection naturelle s'était opérée sur des variations aléatoires parmi les composés chimiques pour produire la première forme de vie. Mais cette proposition posait un problème. Par définition, la sélection naturelle ne pouvait se manifester qu'après l'apparition de la première cellule vivante. Parce qu'elle n'intervient que sur des organismes capables de se répliquer, des cellules équipées d'ADN qui transmettent leurs mutations génétiques aux générations suivantes. Sans ADN, il n'y a pas d'autoréplication. Mais sans autoréplication, il n'y a pas de sélection naturelle. On ne peut donc pas utiliser la sélection naturelle pour expliquer l'origine de l'ADN, sans supposer l'existence même de ce qu'on cherche à expliquer. Le hasard, la sélection naturelle et sa théorie d'auto-organisation n'avaient pas été en mesure de définir l'origine de l'information génétique. Kenyon n'avait plus qu'une alternative. En l'absence de la moindre probabilité de voir l'évolution chimique déterminer l'origine de la cellule la plus simple, l'approche d'une conception intelligente de la vie m'a beaucoup attiré et m'a paru très sensée, étant donné qu'elle correspondait étroitement à de multiples découvertes en biologie moléculaire. Dans les années suivant le rejet de l'évolution chimique par Kenyon, la science a révélé les détails d'un système complet de traitement d'informations qui porte la marque d'une conception intelligente. Des images de synthèse nous permettent d'entrer dans une cellule et d'observer son remarquable fonctionnement. Au cœur de la cellule, on aperçoit les brins compacts d'ADN, des entrepôts d'informations indispensables à la construction de toutes les protéines d'un organisme. Dans un processus appelé transcription, une machine moléculaire déroule une section de l'hélice pour exposer les instructions génétiques nécessaires à l'assemblage d'une protéine spécifique. Une autre machine copie ensuite ces instructions pour former une molécule appelée ARN messager. La transcription achevée, le brin d'ARN transporte l'information génétique à travers l'ensemble pore nucléaire, qui est une espèce de portier qui contrôle les échanges entre le noyau et le reste de la cellule. L'ARN messager se dirige vers une usine moléculaire constituée de 2 sous-unités et appelée ribosome. Après un arrimage solide, le processus du décodage commence. Dans le ribosome, une chaîne de montage moléculaire construit une série d'acides aminés spécifiquement séquencés. Ces acides aminés sont acheminés de diverses parties de la cellule, puis assemblés en chaînes qui comptent souvent des centaines d'unités. Leur disposition séquentielle détermine le type de protéines fabriquées. Lorsque la chaîne est constituée, elle quitte le ribosome pour se diriger vers une machine en forme de tonneau qui l'aide à prendre la forme précise, indispensable à sa fonction.
Une fois la protéine fabriquée, elle est libérée et escortée par une autre machine moléculaire vers l'emplacement exact qui l'attend. Il est absolument inouï d'observer, à cette échelle microscopique, un mécanisme aussi finement réglé, un dispositif qui porte la marque d'une conception et d'une fabrication intelligente. Nous disposons des détails d'un univers moléculaire hautement complexe qui gère l'information génétique. Et c'est précisément dans cette branche nouvelle de la génétique moléculaire que nous voyons la preuve la plus incontestable d'une conception intelligente sur la Terre. In the 20th century, the theory of evolution was refuted not only by molecular biology, but also by paleontology, that is, fossil science. You may be surprised to know that the fundamental assumptions upon which evolutionary thinking is based are not at all confirmed by paleontology. The theory argues that first, the unicellular living beings were formed, which then in hundreds of millions of years turned into marine invertebrates and fish, respectively. These fish later had supposedly emerged onto land and turned into reptiles. The story goes further and says that birds and mammals evolved from reptiles. For this claim to be true, there ought to have been numerous intermediary species, linking one living species to another. For instance, if reptiles truly had evolved into birds, then countless half-bird, half-reptile creatures ought to have lived at one time or another. And these intermediary creatures complete half-developed organs. Darwin wrote, "Intermediate links? Geology assuredly does not finely graduated organic chain, and this perhaps is the most obvious and serious objection which can be urged against the theory." Darwin was aware that the fossil record did not contain any of these hypothetical intermediate forms. This is why he devoted a special chapter to this in his book and posed these troubled questions. Why, if species have descended from other species by fine gradations, do we not everywhere see innumerable transitional forms? But as by this theory, innumerable transitional forms must have existed, why do we not find them embedded in countless numbers in the crust of the Earth? Lorsqu'on examine la documentation fossile, on s'aperçoit que les différentes espèces d'êtres vivants sont apparues subitement dans le monde sous la même forme qu'elles ont aujourd'hui, sans lien d'évolution entre elles. La théorie de l'évolution prétend qu'il doit exister des espèces intermédiaires entre les espèces vivantes. Or, il n'en existe aucune trace. La documentation fossile montre que la plus ancienne espèce de poisson connue au monde est apparue subitement, avec sa structure physique propre. Gerald Todd, un paléontologue, expose ces questions sans réponse dans un article intitulé « L'évolution du poumon et l'origine des poissons osseux ». Les trois subdivisions des poissons osseux font leur apparition dans la documentation fossile à peu près en même temps. Ils présentent déjà d'importantes différences morphologiques et sont dotés d'une armature puissante.
Comment sont-ils apparus? Qu'est-ce qui a permis qu'ils soient si différents? Comment se fait-il qu'ils aient tous une telle armature? Et pourquoi n'y a-t-il aucune trace de formes intermédiaires plus anciennes? Les poissons électriques sont une autre catégorie d'êtres vivants qui ont laissé les évolutionnistes perplexes. Ces êtres vivants, capables de produire de l'électricité dans leur propre corps et de l'utiliser pour se défendre, pour attaquer ou pour communiquer, sont tous merveilleusement conçus. Certains poissons électriques sont assez puissants pour produire jusqu'à 500 volts d'électricité. De plus, dans les mers de la Terre, il existe des créatures sous-marines électriques de structures fort différentes les unes des autres. Les évolutionnistes ne peuvent même pas imaginer une relation d'évolution entre ces créatures électriques. La question des poissons électriques a beaucoup donné à réfléchir à Charles Darwin, l'auteur de la théorie, et l'a conduit à reconnaître un certain nombre de points. Dans la partie de son ouvrage « L'origine des espèces », intitulée « Les difficultés de la théorie », Darwin écrit « Les organes électriques des poissons présentent un autre cas de difficulté particulière. Il est impossible de concevoir par quelles étapes ces merveilleux organes ont été produits. Les organes électriques présentent une autre difficulté encore plus importante, car ils se retrouvent seulement dans une douzaine de poissons dont plusieurs sont très éloignés dans leurs affinités. » The fact is that after nearly 2 centuries of intense research, the paleontological evidence for evolutionary theory is not only rare, but highly questionable. The point is that if evolution had really happened, the evidence would be in great abundance and incontestable. The museums would be overflowing with fossils, clearly documenting the transitions between the various biological groups. Yet there are none. Moreover, there is no indication that the situation will change in the future. Those very few fossils which are claimed to show some kind of evolutionary link, such as the amphibians Ichthyostica and Simoria, the reptile Proplogognathus, the bird Archaeopteryx, and the Australopithecine ape called Homo habilis are very far from conclusive. There have been a few fossils that were touted as transitional forms by evolutionists, but later turned out to be nothing of the sort. One of the most important of these alleged transitional forms was the fossil of a fish called a coelacanth. For years, evolutionists claimed that this creature, which was only known in the fossil record, had characteristics similar to those of land-dwelling animals. It had, they argued, primitive legs and a primitive lung. These evolutionists' claims about the coelacanth were advanced as a scientific fact, and imaginary drawings picturing the animal crawling onto land from water made their way even to textbooks. It came as a great shock to evolutionists when a living example of the supposedly extinct coelacanth was caught in the Indian Ocean in 1938. It was then seen that the fish was no different from the fish of our day. Contrary to the claims of evolutionists, coelacanths had neither legs nor primitive lungs. What was worse, the coelacanth, supposedly a creature readying itself to make the leap from sea to land, was in reality a fish that lived only in the deep waters of the oceans, never approaching to within 180 meters of the surface. Another alleged transitional form has been a fossil bird called Archaeopteryx. For decades, evolutionists argued that this creature was an intermediary between reptiles and birds. However, the seventh Archaeopteryx fossil, discovered in 1992, revealed that the creature had a sternum. That is, the chest bone essential for flight muscles. This proved that the animal was a perfect flying bird.
The evolutionist claims about the claw-like nails on the wings of the Archaeopteryx also failed, since similar structures were also discovered in modern birds like the Hoatzin. Because of such reasons, one of the foremost defenders of the theory of evolution, the Stephen Jay Gould, had to admit that Archaeopteryx could not be considered as a transitional form. Evolutionists misdated and misidentified this extinct bird, presuming it to be the missing link between reptiles and birds. The best example of a transitional form that my evolutionary friends usually give is Archaeopteryx, a supposed link between the reptiles and the birds. Recently, another bird has been found, dated by evolutionists, to be 75 million years older than Archaeopteryx. So therefore, Archaeopteryx could certainly not be the ancestor of the birds. Actually, evolutionists don't have any idea how the reptiles evolved into birds. They don't have any of these transitional forms. But that doesn't stop them. You pick up any book on evolution, and Archaeopteryx is still presented as the best evidence. Faced with these realities made clear by the fossil record, evolutionists directed all their attention to the claim that man evolved from ape-like creatures. 6,500 different ape species have lived so far, and the majority of them are extinct. I have been investigating the so-called missing link between man and ape for many years, and I have found that every single one of them simply is no link whatsoever. For example, Australopithecus, the skeleton of Lucy, this really consists only of a 40% skeleton of a not very large ape, and they have not got any evidence that it ever walked upright in any of the bones that they have found of that skeleton. The interesting thing about that is that Lucy is shown as being distinctly human-like. She's very erect in her posture, she's got human-like hands, human-like feet. I'm not quite sure where exactly the restorers got this data from, because if you examine the paper by Randall and Sussman, which described the type of species to which Lucy belongs, they said quite clearly that she had long, curved hands and feet, even longer and even more curved than a chimpanzee. Several distinguished anatomists, for example Australopithecus, the genus to which Lucy belongs, was simply an extinct ape, nothing at all to do with humans. Evolutionists hypothesized that Australopithecus walked upright on its 2 feet, differently from other advanced ancestor of man by evolutionists, is merely an extinct ape species. On the other hand, fossils that are included by evolutionists under imaginary classifications, such as Homo erectus, Homo ergaster, or Homo sapien archaic, in fact belong to different human races. When these fossils are inspected, it is seen that their skeletons are essentially the same as those of people living today. The only dissimilarities are a few structural differences in their skulls. But differences like these are to be found in different human races alive on Earth today. The famous evolutionist paleontologist Richard Leakey admits that the difference between the skulls classified as Homo erectus and those of modern men is only racial. These differences are probably no more pronounced than we see today between the separate geographical races of modern humans. The most important missing link of all, of course, is the missing link between an ape-like ancestor and mankind. That's the missing link that most of us are interested in. Have we found that? Well, if you listen to Darwinists, you'd think that we found lots of them. In fact, the evidence really isn't there at all. All of the fossils that have been found so far have been classified, reclassified, either as human or as ape. If we analyze the so-called missing links, we find a trail of fraud, deception, and speculation. For example, Nebraska Man was reconstructed, family and all, from an extinct pig's tooth. Piltdown Man is now universally known to be a deliberate hoax, consisting of an ape's jaw and a human skull, doctored to look old. Piltdown, a quaint village in England, was hailed as the missing link between apes and humans. It was named Piltdown Man. Later, it would be called a forgery and set off a storm of scandal. The scientific world was in an uproar. The public was scandalized.
Were monkeys being made out of the scientists? Neanderthals were just plain people, some of which suffered from arthritis, rickets, or syphilis. Ramapithecus, Gigantopithecus, and Zyganthropus were just apes, while Heidelberg Man and Cro-Magnon were completely. So, despite evolutionists' misleading claims, the missing link is still missing. Her name is Ida. She's 47 million years old, and you're looking at one of our ancestors. She is, according to scientists, a direct relative. Ida and her descendants evolved into humans. Since Darwin, mankind has been looking for the missing link, the primate that's at the root of our creation. And this is she. Now people can say, okay, you say we're primates, like monkeys and apes, and that we came from very simple, generalized mammals. Show us the link. The link, they would have said, until now, is missing. Well, it is no longer missing. There is a lot of excitement tonight in the world of science over a find that scientists are saying walked the Earth more than 4 million years ago. Our chief science correspondent, Robert Bazell, has more on the female creature called Ardi, who may be our oldest known relative. Dave Phillips is professor of paleontology at the Master's College. He discusses that among the bones that have been found, there is a great lack of articulated or complete skeletons. These remains are almost always highly fragmentary. We don't find nice, neat, articulated skeletons. You find little teeny fragments remains, perhaps a part of a jaw or mandible. Or you might find a piece of a limb bone, or you might find a few fragmentary bones from one individual skull. When it comes to the alleged sequence of human remains said to demonstrate evolution, we find this completely wanting. We do not find the intermediate forms necessary to document that. For instance, a 400-million-year-old shark and a modern shark have exactly the same structure. Similarly, there is no difference between a 100-million-year-old ant and a modern ant, a 135-million-year-old dragonfly and a modern dragonfly, a 100-million-year-old turtle and a modern turtle, or a 55-million-year-old bat and a modern bat. According to most biology textbooks, fossils show the gradual development of life from simple to complex over hundreds of millions of years. But a growing number of scientists say that this textbook story is incomplete and even misleading because it ignores an extraordinary event in the history of life known as the Cambrian explosion. The
Cambrian explosion is a term that refers to the geologically sudden appearance of all the major, or most of the major groups of animals at about the same time, geologically speaking. Most geologists date the Cambrian explosion at 530 to 520 million years ago. The Cambrian explosion is a name given to a geologic event, really, the appearance in the fossil record over a period of about 10 million years or slightly less of skeletonized fauna that includes many living phyla for the first time. In Darwin's theory, if you think of the branching tree, Darwin's branching tree, the common ancestor down here and the different modern forms of animals up here, you would have one form to begin with, and then it would gradually diverge into slightly different forms and more different until you get the major differences that we see now. The problem with the Cambrian explosion is that all these major differences appear together at the same time, with no fossil evidence that they descended from this common ancestor. One of the world's leading researchers of the Cambrian explosion is J.Y. Chen, a paleontologist at the Nanjing Institute of Paleontology and Geology. Chen's discoveries in the fossil beds in Shenzhen, China, have rocked the scientific establishment. According to Chen, the fossils he's found turn upside down Darwin's tree of life. Darwin's tree, reverse cone shape. Very unexpectedly, our research is convincing major phyla starting down below at beginning of Cambrian. Base is wide, gradually narrow, so this is almost turned on different way. For example, in the so-called Cambrian rocks, we find fossils of a vast array of very complex invertebrates: clams, snails, jellyfish, worms, brachiopods, trilobites, and many other very complex invertebrates. But nowhere on the face of this earth has anyone found fossilized ancestor to a single one of those complex invertebrates. Now that fact alone demolishes the theory of evolution. We have no fossil evidence of the ancestors of most of the modern groups of animals. One clear exception is sponges. We do have fossil sponges from before the Cambrian explosion. But in a short space of maximum, as I understand it, 5 or 10 million years, which is a blink of an eye, geologically speaking, 30 some odd major groups of animals appear recognizable and altogether suddenly on the scene. This is completely contrary to Darwin's theory. Because Darwin wrote in The Origin of Species, if numerous species belonging to the same genera or families have really started into life all at once, the fact would be fatal to the theory of descent with slow modification through natural selection. Despite all these facts, these skulls are still presented to the public through the media and in some evolutionist textbooks as if they were scientific facts. In many countries, an important part of the society supposes that evolution is a proven fact. A great deal of this so-called evidence of evolution, much of which has been dismissed by evolutionists themselves, is still presented to school children in their textbooks, where they are depicted as the ancestors of man.
Depuis la fin du 19e siècle, depuis Darwin en fait, en partie en raison de l'origine des espèces, les scientifiques ont été amenés à accepter une convention, une définition de la science qui excluait toute explication basée sur une conception intelligente. Cette convention porte un nom, le naturalisme méthodologique. Cela veut dire tout simplement que si l'on veut rester scientifique, les explications qu'on avance doivent se borner à des causes naturelles. On ne peut invoquer l'intelligence pour désigner une cause. Pourtant, et curieusement, nous évoquons régulièrement l'intelligence. Constater les effets de l'intelligence fait partie de nos raisonnements habituels. Prenez par exemple les hiéroglyphes gravés sur les ruines des monuments égyptiens. Personne n'attribuerait les formes et la disposition de ces symboles à des causes naturelles telles que les tempêtes de sable ou l'érosion. Ils sont bien reconnus comme l'œuvre d'anciens scribes, des êtres humains intelligents. Une autre défense que nous observons chez les créatures sous-marines est l'emploi de faux yeux. Certains poissons ont sur leur nageoire postérieure de grands motifs ressemblant exactement à des yeux. Ces yeux donnent l'impression qu'il s'agit de créatures plus grandes. De plus, ils incitent l'ennemi qui voudrait les attaquer à se tourner vers leur queue plutôt que vers leur tête, laissant ainsi aux poissons le temps de s'échapper. Les véritables yeux de ces poissons sont camouflés avec une large rayure noire. Bien sûr, un tel dispositif n'est pas l'œuvre de la coïncidence, mais a été spécialement conçu pour la protection du poisson. Il est impossible de faire la différence entre la tête et la queue de ce poisson. Les faux yeux à l'arrière sont un moyen de défense parfaitement conçu. Mais plus surprenante encore, la créature entre les frondes de laquelle il nage n'est pas une algue, mais un hippocampe. Le même raisonnement nous fait conclure que les mystérieuses statues de l'île de Pâques ne sont pas le fruit de l'action du vent et de l'eau au fil du temps. On ne suppose pas non plus que des plantes puissent prendre ces formes familières sans l'apport d'une intelligence. Nous aboutissons régulièrement à ces conclusions, et nous savons qu'elles sont justes. Mais la question est de savoir sur quelle base nous faisons ces déductions. Quelles caractéristiques nous permettent de reconnaître l'intelligence ? Dans un livre récent intitulé The Design in France, le mathématicien William Dembski a réalisé une avancée importante pour comprendre l'activité de l'intelligence. Dembski a identifié les caractéristiques spécifiques des phénomènes qui nous poussent à reconnaître une activité intelligente préalable. J'ai abordé ce sujet en essayant de comprendre comment nous raisonnons. Quelles sont les démarches logiques qui nous amènent à conclure à une conception intelligente? Et ce que j'essaie de faire, c'est de présenter des critères fiables, empiriques et rigoureusement scientifiques pour déterminer si quelque chose a été conçu. J'ai examiné les démarches logiques et j'ai établi qu'il faut de l'improbabilité, des caractéristiques, un motif identifiable. Selon Dembski, les hommes reconnaissent avec justesse une activité intelligente quand ils observent un objet ou un événement très improbable qui correspond aussi à un motif reconnaissable. C'est ce que l'on retrouve dans les collines noires du Dakota du Sud. Si vous traversez l'Ouest, vous apercevrez de nombreuses formes dans les montagnes, sans signification particulière pour la plupart. Ce sont de simples rochers éparpillés çà et là. Mais vous ne verrez pas les visages de Lincoln, Jefferson, Teddy Roosevelt et George Washington. C'est seulement dans le Dakota du Sud qu'elles apparaissent. Elles sont là à cause d'un sculpteur, un excentrique, qui voulait honorer ses présidents des États-Unis en passant la plus grande partie de sa vie à ciseler leurs visages dans les parois d'une montagne. La forme est improbable. Une colline quelconque est aussi improbable. Mais une telle colline ne caractérise rien.
On connaît par contre 4 présidents des États-Unis au trait particulier et on s'aperçoit que ces sculptures sur les parois de la montagne correspondent à ces individus. Quand j'observe ces visages, je reconnais immédiatement les présidents représentés sur des billets, des tableaux de la National Gallery ou des peintures. En regardant le mont Rushmore, je retrouve non seulement des configurations de rochers très improbables, mais aussi des formes liées à un modèle indépendant qui indique de manière fiable la présence d'intelligence. On a donc une faible probabilité et des caractéristiques. C'est attribuable à une conception. Sur une plage, une autre forme improbable gravée dans le sol illustre comment nous reconnaissons la conception intelligente. Personne ne penserait que ce message a été écrit par les marées. Les caractéristiques de cette forme nous conduisent à voir les mots comme le produit d'une intelligence. Cette disposition improbable coïncide aussi avec un modèle donné et indépendant, à savoir celui des lettres de l'alphabet et des mots reconnus de notre vocabulaire. On ne peut pas obtenir cela par hasard. Il faut de la complexité ou de l'improbabilité, beaucoup de nombres premiers, et aussi une structure, un motif identifiable. Ce n'est pas un motif que l'on impose, c'est un motif qui se présente objectivement. À ce jour, le programme SETI n'a détecté aucun motif ni aucune information attribuable à de l'intelligence dans une galaxie éloignée. Mais un autre univers, bien plus proche, a offert aux scientifiques une mine d'informations regroupées au sein du noyau de la cellule vivante. L'ADN possède une structure idéale pour le transport de données. Dans les 4 nucléotides ACTG, les bases de la double hélice d'ADN, se trouve le potentiel de stocker une très grande quantité d'informations. Il n'existe en fait aucune entité dans l'univers connu qui puisse conserver et traiter autant de données avec autant d'efficacité que la molécule d'ADN. Un ADN humain complet contient 3 milliards de caractères individuels. L'analyse des régions codantes d'ADN démontre que les caractères chimiques sont disposés avec une spécificité qui leur permet de transmettre des instructions ou des informations détaillées, tout comme les lettres d'une phrase et les nombres binaires d'un code informatique. Bill Gates a déclaré que l'ADN ressemble à un programme informatique, beaucoup plus complexe toutefois que tous ceux que nous avons été capables de concevoir. Si on réfléchit à cette observation, on voit tout ce qu'elle peut suggérer. Parce qu'on sait que Bill Gates n'a pas recours au vent, à l'érosion ou à des générateurs de nombres aléatoires pour créer ses logiciels. Il emploie à cet effet des ingénieurs intelligents, des ingénieurs en informatique. Tout ce que nous savons nous indique donc que des systèmes riches en informations découlent d'une conception intelligente. Mais que penser du fait que la vie contient des informations, du fait qu'elles sont présentes dans chaque cellule de chaque organisme vivant? C'est ça le mystère fondamental. D'où vient cette information? Au cours des 15 dernières années, le philosophe et scientifique Stephen Meyer s'est appliqué à répondre à cette question. Meyer a développé un argument pour démontrer que la conception intelligente offre la meilleure explication sur l'origine des informations nécessaires à la constitution de la première cellule vivante. Le fait que les agents intelligents puissent produire des systèmes riches en informations relève de notre base de connaissances. Mon argument ne repose pas sur ce que nous ignorons, mais sur notre compréhension des mécanismes de cause à effet sur notre planète. Nous savons aujourd'hui qu'aucune explication naturaliste, ni aucune cause naturelle ne correspondent à la production d'informations. Ni la sélection naturelle, ni des processus auto-organisés, ni le hasard. Mais nous savons qu'il existe une cause pouvant produire de l'information, et c'est l'intelligence. Par conséquent, quand des personnes associent la conception intelligente à la présence d'informations dans l'ADN, elles se réfèrent à ce que l'on appelle dans les sciences historiques la meilleure explication possible. En observant donc une structure riche en informations dans la cellule, plus précisément dans l'ADN, nous pouvons déduire qu'une intelligence a joué un rôle dans l'origine de ce système, même si nous n'étions pas présents quand il est venu à l'existence. Les travaux de Meyer sur l'origine de l'information génétique sont venus enrichir un plaidoyer scientifique pour la conception intelligente, née d'une réunion de savants et de philosophes sur la côte centrale de la Californie en 1993. Leur objectif était de réévaluer une idée qui a dominé la biologie pendant plus d'1 siècle.
Au fil de leurs rencontres, ils développèrent une théorie connue aujourd'hui sous les noms de conception intelligente ou dessin intelligent. À mes yeux, la conception intelligente est très prometteuse parce qu'elle nous apporte un nouvel outil et une explication qui a sa place dans la panoplie de la science. Les causes intelligentes sont réelles. Elles laissent des preuves de leur existence. Et une science se porte bien quand elle recherche la vérité et permet aux preuves de parler d'elles-mêmes. L'argument de la conception intelligente est basé sur une observation des faits. C'est ainsi que je définis une science efficace. C'est en observant les faits. Et quand on les étudie comme Michael Behe, on découvre ce modèle incroyable de complexité indépendante. Et la façon de conclure à une conception intelligente devant un flagelle bactérien est la même que celle qu'on adopte devant un moteur hors bord. Quand on regarde ce moteur, on voit comment ces parties fonctionnent entre elles et on sait que quelqu'un l'a fabriqué. Le raisonnement est le même devant des machines moléculaires et donc l'idée de conception intelligente est entièrement scientifique. Elle peut certes comporter des implications religieuses, mais elle ne repose pas sur de telles hypothèses. Quand j'étudie ce sujet objectivement, sans écarter la possibilité d'une conception, celle-ci jaillit comme l'explication la plus plausible. Et c'est pourquoi j'y adhère. Je pense que la conception intelligente est de retour. On ne peut pas expliquer ces systèmes par des lois naturelles. Si on recherche la vérité et s'ils ont réellement été conçus, s'il faut être des ingénieurs en conception pour les comprendre, alors je dis, quel est le problème? On sait qu'on se laisse guider par les données. Quant aux profondes implications métaphysiques, on n'y peut rien. C'est donc une idée puissante que de considérer l'univers comme rationnel et compréhensible, soutenu par une intelligence suprême qui veut que notre monde soit compris. Cela renforce aussi la science, parce qu'on peut regarder le monde et y trouver une signification. Si tout vient d'un assemblage chaotique, il n'y a aucune raison de s'attendre à y voir des éléments rationnels. Mais si cela vient d'une intelligence, alors la science devient un puzzle gigantesque à résoudre, et dans lequel on peut s'attendre à de la rationalité, de la beauté et de l'intelligibilité, à la base même des choses. Il y a 150 ans, Charles Darwin a transformé la science par sa théorie de sélection naturelle. Aujourd'hui, cette théorie est confrontée à un défi énorme. La conception intelligente a entraîné à la fois des découvertes et des débats intenses sur l'origine de la vie terrestre. Et pour un nombre croissant d'hommes de science, elle représente un paradigme, une idée capable, à nouveau, de redéfinir les fondements de la pensée scientifique. Au cours du 19e siècle, les savants croyaient en l'existence de deux entités fondamentales, la matière et l'énergie. Mais en ce début de 21e siècle, la science a dû reconnaître une troisième entité, à savoir l'information. Ainsi, en abordant la biologie à l'ère de l'information, on entrevoit de plus en plus que ce qui apparaît dans la molécule d'ADN est le produit d'une pensée, d'une intelligence, et ne peut être expliqué que par une conception intelligente.
car le Big Bang prouve non seulement que l'univers a été créé à partir du néant, mais aussi qu'il a été suscité d'une manière très organisée, systématique et contrôlée. Le Big Bang a eu lieu avec l'explosion du point qui contenait toute la matière et toute l'énergie de l'univers, puis sa dispersion dans l'espace dans toutes les directions à une vitesse terrifiante. Cette matière et cette énergie ont donné lieu à un vaste équilibre composé de galaxies, d'étoiles, du Soleil, de la Terre et de tous les autres corps célestes. De plus, des lois, appelées les lois de la physique, sont apparues, des lois qui sont uniformes dans tout l'univers et qui ne changent pas. Ces lois de la physique, qui sont apparues avec le Big Bang, n'ont pas changé du tout sur une période de 15 milliards d'années. Plus encore, ces lois sont fondées sur des calculs si précis que même une variation d'1 millimètre par rapport à leurs valeurs actuelles mènerait à la destruction de toute la structure et la configuration de l'univers. Tout cela indique que le Big Bang a donné lieu à un ordre parfait. Cependant, une explosion ne conduit pas normalement à l'ordre. Toutes les explosions que l'on peut observer tendent à briser, détruire et désintégrer tout ce qui est présent. Si nous voyons une explosion aboutir à un ordre très précis, nous pourrions alors conclure qu'il y avait une intervention intelligente derrière cette explosion et que quelqu'un avait fait bouger tous les éléments dispersés par l'explosion d'une manière très contrôlée. Sir Fred Hoyle, qui dut finir par accepter la théorie du Big Bang après s'y être opposé pendant des années, exprime très bien cette situation. La théorie du Big Bang affirme que l'univers a commencé avec une seule explosion. Pourtant, comme on peut le constater, une explosion ne fait qu'éparpiller la matière, tandis que le Big Bang a mystérieusement produit l'effet inverse, en assemblant la matière sous forme de galaxies. This is mind-blowing stuff. One of the most striking discoveries of modern science has been that the laws and the constants of physics, the numbers that govern the universe, unexpectedly conspire in an extraordinary way to make the universe habitable for life. In other words, the universe is finely tuned on a razor's edge in a way that defies mere chance, and which points powerfully and is best explained by the existence of a creator. Let me give you just a few examples. I want to start with my favorite one, which is the force of gravity. The force of gravity is finely tuned to an incomprehensible degree so that life can exist. If you imagine the universe and imagine these giant dials, you know, this in like the old Flash Gordon show. Remember those movies? I'm dating myself, but they were great back in the 60s. But you got these, you imagine the cosmos has these huge dials. And what I'm saying is, say there's about 30 of these dials or more, they are just absolutely precisely calibrated so that life can exist in an incomprehensible way that can't be explained by mere chance. And just, so imagine one of these dials is the dial that controls the force of gravity. And what physicists have determined is the force of gravity could have been set over a wide range of possibilities. It didn't have to be where it is. Could have been at anything. In fact, they have calculated that the force of gravity, if you imagine a ruler that's stretched across the entire known universe and is broken down in 1-inch increments. So you got this ruler stretching billions of light years across the universe. That represents what scientists plausibly believe could have been the range at which gravity could have been set, anywhere along that range. But it happens to be set at just the right place so that life can exist in the universe. Now, what would happen if you took this ruler going all the way across the universe and you saw where gravity was set and you moved it by 1 inch compared to the width of the universe? What would happen? Catastrophic consequences. Intelligent life would be impossible in the universe. If you adjusted the force of gravity by 1 inch compared to the width of the entire known universe. That is how finely tuned it is. Is that an accident? Did that just happen by coincidence? Well, that's just one example, as I said, of maybe as many as 30 or more ways in which these dials are set. Let me just give you another one. It's called the cosmological constant.
That's a big word, but what it means is the energy density of space. And all you really need to know about the cosmological constant is it's got to be exactly right, or the universe falls apart. If the cosmological constant were a positive number and a large number, the universe would fly apart. Planets could never have coalesced. We'd have no sun. We'd have no stars. If the cosmological constant were a negative number and large, the universe would have just... Il a non seulement revendiqué le fait de quantifier, de détenir le secret de la codification de la beauté, mais il a également affirmé comprendre la beauté de l'univers, ce qui n'est pas rien. Moi, je cherche à découvrir la beauté du visage, et lui affirme avoir trouvé la beauté universelle. Mesurez par exemple la distance qui sépare le sol de votre nombril, et votre nombril de votre tête. Si vous êtes bien proportionné, le rapport doit se situer entre 1 et 1,618, et il s'applique à toutes les parties du corps. Les gens, les artistes ont remarqué que sur un beau visage, par exemple, la largeur de la bouche correspondait exactement à 1,618 fois la largeur du nez. Si le visage n'était pas beau, ce rapport ne s'appliquait pas. Les dentistes, à leur tour, ont constaté que la dent de devant était 1,618 fois plus large que la dent d'à côté. Donc que l'incisive centrale du maxillaire était 1,618 fois plus large que l'incisive latérale. Donnez-nous d'autres exemples. Vos doigts sont des phalanges. Chacun des os est une phalange. Celle qui se trouve au plus près de l'articulation fait 1,618 fois la longueur de celle du milieu, qui correspond à 1,618 fois la longueur de celle qui se trouve à l'extrémité. Ce chiffre revenait donc sans cesse. C'était assez incroyable. Was proved as a result of his 25-year-long study that human faces and bodies designed pursuant to this ratio were accepted as beautiful by every single person in the world. If the aspect ratio of any form is 1.618, then this form is convenient to golden mean. Perfect design. Cet objet est un compas à pointe sèche. Il permet de diviser différentes mesures comprises entre 1 et 1,618 qui représentent le rapport universel. Dans le cas d'un beau visage, on remarque en général que la largeur de la bouche correspond à 1,618 fois la largeur du nez, ce qui est exactement le cas chez Zara. Fais-moi un sourire. Si on regarde les dents, on constate que la largeur de l'incisive supérieure correspond à 1,618 fois la largeur de l'incisive latérale. Et idem pour l'autre côté. Cette proportion se répète systématiquement sur un beau visage. C'est ahurissant. Si je mesure la largeur de la bouche de Zara, je recommence. Je suis un chirurgien, j'ai l'habitude de manier des objets tranchants et je me coupe rarement. Si je mesure la largeur de sa bouche et ensuite l'intervalle qui la sépare de l'extrémité de son visage, j'obtiens le même rapport, 1,618. Et c'est le cas. Ce rapport se répète systématiquement sur un beau visage, et Zara est un très bon exemple. C'est pour ça qu'elle est si jolie. Le visage de Zara correspond donc au rapport universel. Pas mal, non? Vu de face, le nez est un triangle, mais c'est aussi le cas vu de profil. Et dans le cas d'un beau visage, les côtés du triangle sont 1,618 fois plus grands que la base. Et à partir d'un triangle, on peut obtenir un pentagone. Quelle est la configuration, l'expression la plus attrayante d'un visage? Le sourire. Quand je souris, on aperçoit les pentagones. Ah oui, je les vois là, là et là.
À l'aide du rapport de 1,618, Stephen Marquardt a combiné des pentagones et des triangles pour élaborer un masque. Il affirme que plus un visage se conforme aux dimensions de ce masque, plus il est beau. Commençons par Kate Moss. Son visage est différent des autres, mais si je lui applique le masque, vous remarquez qu'on est très près. Ce qui est intéressant, c'est que les yeux de Kate ont une taille peu ordinaire. Ses sourcils collent parfaitement. Ses lèvres, son nez, sa mâchoire sont parfaitement en place et même la naissance du front est exactement là où elle doit être. Mais il n'y a pas que les femmes. Le masque s'applique également aux hommes. Et Tom Cruise le porte à merveille. En fait, Stephen affirme qu'il va à n'importe quel visage à condition qu'il soit beau. A man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence, or blueprint, appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator.